Vous est-il déjà arrivé d'envier une personne? De lui envier sa vie, sa chance? Et si celui ou celle que vous enviez était votre jumeau, qu'il ou elle avait le même visage, les mêmes yeux et le même rire que vous? Serait-il facile de prendre sa place, de lui voler sa vie? Une histoire digne d'un mauvais sitcom, dites-vous? Eh bien non, elle est bien réelle. Aujourd'hui, on vous raconte la choquante histoire des jumelles Han. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Émilie, moi c'est Mélo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous avons changé quelque peu notre décor habituel. C'est parce que nous avons une histoire très spéciale à vous raconter. On voit souvent dans les films et les histoires des jumeaux qui décident de changer de place pour s'amuser ou pour toute autre raison, mais au final, ils finissent toujours par reprendre leur rôle. Habituellement, les jumeaux ont un lien très fort, se soutiennent mutuellement. C'est surtout le cas pour les jumeaux identiques, dits monozygotes. Par contre, pour les jumelles Han, deux sœurs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, amour rime aussi avec haine et jalousie. Des sentiments qui les dévoreront à petit feu. Bref, une histoire troublante qui donne froid dans le dos. Voici donc l'histoire des jumelles Sunny et Gina Han. Les jumelles Han voient le jour le 4 avril 1974 en Corée du Sud avec 5 minutes d'écart. Elles sont les filles de Boo Kim et de Yeon Ho. Malheureusement pour Gina, dans la culture coréenne, les aînés sont privilégiés. Alors, malgré le fait qu'elles sont jumelles, Gina doit se soumettre à Sunny et leur mère Boo Kim-han lui fait bien comprendre. Leurs parents finissent par divorcer alors qu'elles sont encore bébés et les sœurs sont séparées pendant 3 ans. Sunny habite avec sa mère alors que Gina vit avec son père. Elles sont cependant de nouveau réunies lorsque Yoon-ho abandonne la garde de Gina et mère et fille déménagent aux États-Unis. Elles s'installent d'abord à Seattle puis à Irvine dans le comté d'Orange en Californie. Irvine est une ville paisible où le taux de criminalité est très bas. Toutes les trois s'y sentent en sécurité. Les filles ont alors 12 ans. La vie est dure pour Boo Kim qui est mère monoparentale avec 2 filles à charge. Elle passe d'un emploi à l'autre et enchaîne les conquêtes. Alors que Sunny et Gina font leur entrée au collège, leur mère, elle, finit par dénicher un emploi en tant que serveuse dans un casino. Malheureusement pour elle, elle sombrera vite dans la dépendance aux jeux de hasard qu'elle voit comme la seule solution à ses problèmes. Demander de l'aide n'est pas dans la culture coréenne et Boo Kim en devient si dépendante qu'elle laisse ses filles plusieurs jours seules à la maison sans rien à manger. Sunny et Gina devront donc apprendre à survivre par elles-mêmes dans un pays étranger qui parle une langue qu'elles connaissent à peine. Elles vont se soutenir mutuellement et s'entraider à seulement 12 ans. En 1990, Boo Kim va se tourner vers des parents éloignés, les Norris, qui habitent à San Diego, à 200 km de chez elle, pour leur demander de l'argent. Les Norris vont faire même mieux que ça et vont prendre les filles avec eux. Les jumelles adorent leur nouvelle vie dans leur nouvelle famille. Elles sont inscrites toutes deux au Mountain Empire et travaillent fort pour réussir leur étude. Elles ont pour la première fois un environnement stable dans lequel elles évoluent bien. Elles se baladent constamment avec un dictionnaire et apprennent la langue rapidement. Elles s'entendent à merveille et sont très proches malgré la compétition qui s'installe entre elles. Chacune veut être la meilleure, ce qui les pousse mutuellement à étudier beaucoup et d'avoir d'excellentes notes. Elles sont toutes deux diplômées avec les honneurs. Mais si la plupart de leurs proches voient cette compétition du bon œil, elle crée toutefois un effet néfaste sur les 2 jeunes filles. Une rivalité profonde s'installe et les filles se bagarrent de plus en plus souvent. Comme Sunny et Gina sont des jumelles identiques, elles se ressemblent énormément. Sûrement pour se différencier, Gina a décidé de porter une frange et les cheveux plus courts, alors que sa sœur, elle, porte les cheveux longs. Par contre, leurs caractères sont complètement différents. Alors que Gina est plus réservée, Sunny, elle, est plus sociale. Elle a beaucoup d'amis, elle prend plus d'initiatives et est plus fonceuse que sa sœur. Elle se fera donc un petit ami la première et aura son premier emploi. Secrètement, Gina est jalouse de Sunny et a l'impression qu'elle est toujours la meilleure dans tout. Après leur secondaire, les filles vont prendre des directions complètement différentes. Gina va s'inscrire dans l'armée de l'air, alors que Sunny, quant à elle, va partir bourse en main vers l'université sans but précis.
Par contre, vous allez voir que dans l'histoire, que ça n'ira pas bien d'un côté comme de l'autre, comme si les deux jumelles avaient du mal à vivre séparément. Gina Ann n'a évidemment pas bien supporté l'armée qu'elle trouve trop difficile et trop stricte. Mais elle s'est engagée pour 2 ans. Elle finit toutefois par trouver une solution pour s'en sortir, prétexter être lesbienne. L'armée à l'époque ne formait pas les homosexuels et tout comme sa mère, elle s'est retrouvée à travailler comme serveuse dans un casino et la dépendance au jeu s'est peu à peu immiscée dans sa vie. Tout comme sa mère, elle dépensera tout son argent dans les machines et les jeux de hasard et croule sous les dettes. Désespérée, elle vole ses proches et signe de faux chèques. Elle dérobe près de 40 000 $ à son père adoptif et a réussi à ouvrir son coffre et utiliser ses comptes professionnels et personnels. Elle tentera également de mettre fin à ses jours en avalant une poignée de somnifères, mais n'ingère toutefois pas une dose mortelle. Elle est arrêtée pour vol et écope de 10 jours de prison et une mise à l'épreuve de 3 ans. Sonny, quant à elle, est étudiante à l'université à 250 km de là où habite sa famille adoptive et sa sœur. Tout semble bien aller pour elle. Elle a une voiture décapotable, des vêtements chers et ne se prive de rien. Elle vit dans le luxe. La plupart des gens se questionnent d'ailleurs à savoir où elle prend tout cet argent en tant qu'étudiante. La réponse est pourtant bien simple, Sonny est également une voleuse. Elle veut donner l'illusion à ses camarades de classe qu'elle a le même style de vie qu'eux. Par contre, sous la pression, ses notes chutent et elle finit par perdre sa bourse. Un jour, une de ses amies porte plainte contre elle après avoir réalisé que Sonny s'est servi de sa carte de crédit pour faire les boutiques et s'acheter des items de luxe. Sonny se défend en affirmant que son amie a beaucoup d'argent et qu'elle croyait que celle-ci lui avait offert. Elle devra néanmoins payer une amende et faire 3 ans de prison avec sursis. Les deux sœurs se retrouvent donc brillamment diplômées, mais avec un casier judiciaire presque semblable. Et, après 4 ans de séparation, elles vont se retrouver. Sonny, qui travaille alors comme réceptionniste, invite sa sœur Gina à vivre en colocation avec elle dans le comté d'Orange. Tout va bien pour commencer, mais la situation va vite empirer. Gina va malheureusement continuer de se comparer à sa sœur et aura toujours l'impression que Sonny réussit toujours tout mieux qu'elle. Elle se met à envier sa vie et veut que Sonny partage avec elle ses vêtements, sa voiture, son argent, tout. Elle se dit que si Sonny y a droit, elle aussi y a droit. Un jour, lors d'une dispute, Sonny va demander à Gina de respecter son droit d'aînesse et cela va la rendre vraiment furieuse. Les filles se battent très souvent et Sonny a toujours le dessus sur Gina, ce qui constitue une constante humiliation pour elle. Au cours d'un après-midi, Gina revient à l'appartement après avoir disparu pendant quelques jours avec la décapotable de Sonny. Une bataille éclate entre les deux sœurs et Sonny lance un téléphone au visage de Gina qui se retrouve ensanglantée au sol, le nez cassé et humiliée une fois de plus. Aux policiers, qui ont été alertés par les voisins, Gina avoue que Sonny est en liberté conditionnelle. Sonny est donc amenée au poste et passera 3 jours en prison. Pendant l'emprisonnement de sa sœur, Gina en profite pour se venger. Elle utilise ses cartes de crédit et ses pièces d'identité. Elle fait les boutiques et disparaît avec la décapotable. Elle goûte au bonheur d'être enfin Sonny. Par contre, le rêve a vite une fin. Après 3 jours, Sonny rentre à la maison et constate les dégâts. Furieuse, elle met Gina à la porte et appelle les policiers pour porter plainte contre sa sœur. C'est maintenant Gina qui se retrouvera derrière les barreaux. Elle est arrêtée pour vol et non-respect des conditions de sa mise à l'épreuve et est condamnée à 6 mois de prison. Cependant, on lui accordera 5 heures par jour de liberté. Pendant qu'elle se rend dans sa cellule, Gina va ruminer. Elle a l'impression que tout ce qui ne va pas dans sa vie est à cause de sa sœur jumelle, Sonny. Elle en a plus qu'assez et veut régler le problème une fois pour toutes. Elle a adoré être Sonny pendant ces 3 jours et se dit « Pourquoi pas toute la vie ?» Un plan machiavélique va alors se former dans sa tête, tuer sa sœur jumelle et lui voler son identité. Qui va avoir la différence après tout? Elles ont alors 22 ans. Le 27 octobre 1996, Gina s'échappe pendant l'une de ses permissions de sortie. Durant son évasion, elle fera la rencontre de 2 femmes chez qui elle logera, Nikki et Rita.
Elle abordera aussi naïvement des gens en leur disant avoir besoin d'aide pour récupérer quelques affaires chez sa sœur plutôt violente. Elle ne cache nullement la haine qu'elle éprouve pour sa sœur et son désir de la tuer. Durant cette période, elle fera la connaissance de deux adolescents, Archie Brian, 16 ans, connu pour dormir à gauche et à droite chez des amis, et l'ami de ce dernier, Jonathan John Sayarat, surnommé Yoshi, 15 ans. Archie aide Gina à se procurer un revolver, sans se douter, dira-t-il par la suite, des réelles intentions de la jeune femme. Un matin, les deux adolescents en retard pour leur cours demandent à Gina de les reconduire à l'école, mais elle leur propose de l'accompagner plutôt chez sa sœur Sonny à Irvine pour récupérer quelques affaires. Elle leur dit qu'elle a besoin de leur aide car elle se sent menacée. Bonne manipulatrice et très intelligente, elle leur promet 100 $ chacun. Heureux de rater un jour d'école et attirés par l'aventure et l'argent, ils acceptent. En route vers Irvine, Gina fait un premier arrêt pour acheter de la corde, des sacs poubelles, des produits nettoyants et une seule pomme de terre, et un deuxième arrêt pour permettre à Archie de tester le revolver utilisant la pomme de terre comme silencieux. Arrivée sur les lieux, la jeune femme tente par la suite d'entrer dans l'immeuble en se faisant passer pour Sonny, mais on lui refuse de lui fournir un double de la clé. Gina décide d'envoyer Archie et Jonathan sonner à l'appartement pour voir si Sonny s'y trouve et déniche dans un petit kiosque pas loin des magazines. Elle explique aux deux adolescents de se faire passer pour des vendeurs de magazines et d'entrer de force dans l'appartement. Elle leur fait alors part de son véritable plan qui est de tuer sa sœur. Les deux garçons refusent, mais Archie, au bout d'un moment, finit par céder. Il a peur pour sa vie et celle de Jonathan et espère qu'en faisant seulement peur à Sonny, Gina y trouverait son compte et mettrait fin à son projet. Les deux adolescents descendent donc de voiture. Ils doivent pénétrer dans l'appartement, attacher Sonny et la laisser dans la salle de bain. Ensuite, ils doivent prévenir Gina pour qu'elle finisse le travail. Ils font une première tentative infructueuse, la personne présente n'étant pas intéressée au magazine, et peu après 15 heures, Gina et ses complices reviennent sur les lieux. Gina attend dans la voiture alors qu'Archie et June vont cogner une seconde fois à la porte de l'appartement. Hélène, une jeune femme d'origine coréenne également, leur ouvre une seconde fois et alors qu'ils s'en prennent à elle, Sonny, enfermée dans la salle de bain, téléphone rapidement aux policiers. L'appel va durer 2 minutes et c'est une Sonny effrayée qui va dire aux policiers qu'elle croit que sa colocataire est en train de se faire violer. Archie va réussir à forcer la porte de la salle de bain et elle sera obligée de raccrocher. Il va lui demander en pointant une arme sur elle à qui elle parlait et elle va dire qu'elle parlait simplement avec une amie. Mais ce que Archie, John et Gina ne savent pas, c'est que les policiers sont déjà en route et que le poste de police n'est pas très loin. Archie et John bâillonnent les deux jeunes femmes avec de la corde et du ruban adhésif et les positionnent face à face dans la baignoire de la salle de bain. C'est à ce moment que Sonny découvre avec horreur qui est derrière tout ça, quand Archie demande à John d'aller prévenir Gina. Sonny est sous le choc et ne croit pas du tout à cette idée, croyant sa sœur en prison. Il apprendra par la suite que celle-ci s'était évadée. La police arrive enfin sur les lieux alors que John et Gina sont toujours sur le parking devant l'immeuble. Les agents leur demandent de reculer et Gina agit comme si elle ne savait rien, leur demandant ce qui peut bien se passer. Entendant les sirènes, Archie sonne dans l'appartement, une arme à la main et deux femmes attachées dans la baignoire, sait qu'il est coincé. Il tente de détacher ses victimes, les suppliant de dire que ce n'était qu'une simple blague, tout en essayant de dissimuler son arme. Mais, peine perdue pour Archie. Il est arrêté par la police qui retrouveront l'arme. Sonny ainsi que sa colocataire Hélène ne lui feront aucune faveur. Sur le parking, Gina et John assistent à la scène et décident de prendre la fuite. Un policier remarquera la curieuse ressemblance entre elle et l'une des victimes et trouvera cela bien étrange. La cavale va durer en tout 6 heures. 6 longues heures durant lesquelles Gina va s'arrêter à la banque Laguna Beach pour retirer 5 000 $ du compte de sa jumelle. Elle va ensuite tenter d'acheter une voiture chez les concessionnaires avec cet argent, toujours sous l'identité de sa sœur. Le concessionnaire va refuser parce qu'il n'aura pas le délai nécessaire de 24 heures pour la solvabilité. Ils vont ensuite tenter de fuir vers la frontière mexicaine située à une centaine de kilomètres de là. Gina sait que passer de l'autre côté, il sera plus facile de passer inaperçu, mais les policiers savent pertinemment ce qu'ils vont faire et les attendent à la frontière mexicaine.
Alors qu'ils tentent de louer une nouvelle voiture à l'aéroport de San Diego, Gina et son complice John sont finalement arrêtés. Il est 22h30. Les policiers fouillent alors la voiture de Gina et y découvrent tout ce dont ils ont besoin pour l'inculper. Les cartes et le passeport de Sonny, 4 000 $ en liquide, les produits d'entretien, les sacs poubelles, la corde et une douille correspondant au calibre utilisé par le revolver que possédait Archie. Le 6 novembre 1996, Gina, Archie et John sont poursuivis pour tentative de meurtre. La nouvelle a choqué Sonny, qui sent le besoin de parler à sa sœur. Elle va donc la visiter en prison. Jenna plaide son innocence en affirmant qu'elle n'a jamais voulu la tuer et que tout cela est une invention des policiers. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était récupérer quelques affaires à l'appartement. Sonny veut et va la croire, car elle refuse de penser que Gina ait voulu la tuer. Par contre, elle sait qu'elle devra témoigner contre sa sœur au procès. Le cas des jumelles Anne fait la une des médias qui l'ont surnommé de Good Twin, Evil Twin Case, donc la gentille jumelle et la diabolique jumelle. Le procès débute en octobre 1997. Sonny se présente à la cour, tirée à 4 épingles, et à la barre, elle se range étonnamment du côté de sa sœur. Elle raconte leur enfance difficile et continue de croire que Gina n'est pas coupable d'une telle chose. Elle est dans le déni le plus total. Par contre, c'est une Sonny bien différente qui va se présenter au tribunal au deuxième jour. Non seulement elle n'arrive pas à l'heure exacte, mais elle est méconnaissable, presque en pyjama et peine à parler et à marcher. Elle avoue avoir acheté 3 boîtes de somnifères la veille et d'en avoir avalé beaucoup. Elle est donc très faible et manque à s'effondrer à la barre des témoins. Le juge va donc interrompre le procès et Sonny sera conduite aux urgences sur un brancard. Elle se rétablira et viendra témoigner une semaine plus tard. Après 10 heures de délibération étalée sur 3 jours, le jury arrive enfin à un verdict. Gina et ses complices sont déclarés coupables de tous les chefs d'accusation. Parce qu'elle considère Gina comme un danger pour sa famille et la société, la juge la condamne à la prison à vie avec période de sûreté de 26 ans. Gina est amenée au centre correctionnel pour femmes de Chowchilla, en Californie centrale, pour y purger sa peine. John Sayarat écope de 8 ans et 4 mois de prison, alors qu'Archie Bryant, d'1 an son aîné et ayant pointé un pistolet sur les victimes, écope de 16 ans d'emprisonnement. Cependant, malgré le fait que Sonny ait maintenant le titre de la gentille jumelle, qu'on entend parler d'elle à la télévision, à la radio et dans les magazines, certains lui reprochent de vouloir faire de l'argent avec cette histoire. Elle a d'ailleurs vendu son récit pour 10 000 $ avant le procès, a engagé un agent et reçoit même de l'argent pour faire des entrevues. You want to make money off this case, don't you? If people are going to pay me, then why not? Un contrat pour un film de 2 millions de dollars est même signé, mais n'a finalement pas vu le jour. Sonny disparaît quelque temps après, sans que personne ne sache où elle se trouve. Archie et Jonathan sont maintenant libres. Gina, elle, a étudié lors de son long séjour en prison et a obtenu un diplôme. Après 20 ans derrière les barreaux, elle a pu bénéficier d'une libération conditionnelle en 2018, malgré le fait que le procureur l'ait qualifiée d'une manipulatrice d'une extrême intelligence. Selon lui, elle souffrirait d'un désordre de la personnalité qui n'a pas été soigné. Il est même souligné que Gina aurait manipulé plusieurs hommes à travers divers courriers, dont un homme britannique qui aurait offert 100 000 $. Lors de sa libération, Gina était âgée de 44 ans. Aujourd'hui, Gina est libre et rien n'indique que les deux sœurs ne se soient revues. Pour ce qui est de Sonny, nous n'avons trouvé aucune information à son sujet. C'est ce qui conclut notre vidéo sur les jumelles Anne, qui nous prouve que même dans une relation de jumeaux identiques, aussi forte soit-elle, l'amour et la haine peuvent se côtoyer. L'environnement hostile dans lequel elles ont grandi étant petites n'a nullement aidé à leur développement. De plus, leur rivalité, leur désir de réussir et d'avoir tout ce qu'elles voulaient, les ont plongées dans l'univers de la criminalité et a presque entraîné l'une d'elles à commettre l'irréparable. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si c'est votre cas, inscrivez Jumelle Anne dans les commentaires. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification et aussi de nous suivre sur nos réseaux sociaux.
On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!